Bonjour, là je vous parle depuis le Mexique, à Mexico, et un quartier dont le nom évoque quelque chose pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est Coyoacán. Coyoacán, aujourd'hui c'est un quartier un peu, on va dire, bobo, on dirait comme ça à Paris. Bon, il faut le mettre dans le contexte mexicain, mais Coyoacán, c'est le quartier où il y a la maison de Frida Kahlo et où il y a la maison de Léon Trotsky. Bon, j'ai visité les deux déjà, mais je crois que je vais y retourner, juste pour le plaisir de vivre. Ma présence au Mexique, il faut la comprendre. Je ressens le besoin de l'expliquer, parce que souvent nos propres amis se demandent si c'est pas juste une mode de ma part, ou une espèce de fixation personnelle. Je suis venu au Mexique parce que le calendrier me permettait, pas si bien que ce que j'aurais cru, mais j'ai déjà annulé une fois une série de conférences que je devais faire à l'Université de Mexico en décembre dernier. Je l'ai annulé parce que tout le monde à Paris m'a dit « il faut que tu restes, on ne sait jamais comment ça peut évoluer, le mouvement des Gilets jaunes, et donc il faut que tu sois là et pas si loin ». Donc ok, donc on a dû tout annuler. Il faut vous rendre compte, les amis, que c'est pas simple pour ceux qui organisent des conférences publiques. Il y a des affiches de fête, des cartons d'invitation d'envoyer partout. Donc cette fois-là, on avait choisi une date qui correspondait à peu près tout le monde. Bon, je ne pouvais pas prévoir que la session parlementaire durerait 10 jours de plus que ce que je croyais moi. Mais bon, c'est pas grave, tout ça est organisé. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici? Précisément, on a gagné l'élection présidentielle, le candidat Andrés Manuel López Obrador, qu'on appelle AMLO, a gagné avec 53%, 54% des voix dès le premier tour. Il a fait 30 millions d'électeurs, c'est-à-dire plus que jamais aucun président de la République mexicain a jamais mobilisé. C'était sa troisième candidature. Il lui a fallu une constance et une force de caractère absolument géante pour faire ces trois campagnes. Surtout qu'en cours de route, ils ont perdu de nombreuses élections locales, et on me racontait comment c'était quand ils avaient plus un rond, plus une position élue, plus un député, plus un sénateur, plus rien. Et comment ils ont tenu bon à travers toute cette distance. Donc, c'est intéressant d'abord de refaire le récit de cette conquête. Deuxièmement, de bien comprendre comment le pouvoir s'organise aujourd'hui. Ils appellent ça la 4e transformation du Mexique. Les 3 premières, c'est des moments essentiels de l'histoire du Mexique. Vous lirez tout ça sur mon blog, parce que je vous fais un petit résumé de l'affaire. Mais cette 4e transformation, c'est la transformation démocratique approfondie, que nous, en France, on appellerait révolution citoyenne. Mais évidemment, révolution citoyenne, alors qu'on vient de gagner des élections. Donc c'est une situation complexe de rapport entre la rue et les urnes. Bon, évidemment, les Nord-Américains et tous les réseaux de la droite démocrate américaine sont sur les dents contre AMLO. Et commencent dans les groupes de presse qui s'opposent à nous tout le temps, dans toutes les élections et quoi qu'on fasse, une campagne qui commence à le déprécier, et à dénigrer sa politique. En attendant, il a 70% d'appui dans les sondages, et puis il vient de faire un compte-rendu de mandat d'un genre particulier, je retiens la leçon. Il a convoqué tous les Mexicains qu'il voulait à venir écouter le compte-rendu de mandat qu'il a fait en public sur la place centrale de Mexico, où il y avait 80 000 personnes qui sont venues pour l'écouter. Donc on voit qu'on a là une forme particulière de formulation de la révolution citoyenne. Et c'est intéressant pour nous de regarder comment ils font. Évidemment, leur situation est particulièrement difficile. C'est une économie qui est complètement tournée vers les États-Unis d'Amérique. C'est une agriculture qui était autosuffisante jusqu'à ce que le libre-échange intervienne. Et à partir du moment où le libre-échange est intervenu, 5 millions d'emplois ont été détruits dans l'agriculture. Et aujourd'hui, 40% des fournitures alimentaires du Mexique dépendent de l'agriculture, si on peut appeler ça comme ça, des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la pire des agricultures chimiques du monde. Je crois que c'est une des pires. Et donc tout ça multiplie les raisons pour les gens de se dire mais comment on en est arrivé là, comment on peut sortir de cette situation. Et naturellement, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ne peut pas être frontal avec les États-Unis d'Amérique. Donc je pense que il va prendre cher du côté des gauchistes, qui vont l'appeler évidemment un choc immédiat et total. Mais on peut pas, quand on a des milliers de kilomètres de frontières communes avec les États-Unis d'Amérique, où on a tant de compatriotes qui sont de l'autre côté, qu'on a un pouvoir nord-américain aussi agressif et qui a une histoire longue avec le Mexique, mieux vaut composer
et éviter le choc frontal. C'est ce qu'essaye de faire AMLO. On va voir s'il réussit, parce que il y a aussi le fait que les Américains font des compromis avec personne, quoi. Ils décident, et puis voilà, c'est comme ça et pas autrement. Vous voulez pas faire ce qu'on vous dit, très bien, pouf, droit de douane sur ceci, droit de douane sur cela. Et évidemment, l'économie mexicaine ne pourrait pas supporter un choc de cette nature s'il lui est asséné, comme Trump a menacé de le faire récemment. On arrive donc dans un moment un peu crucial de la vie politique. Alors, bon, je vais maintenant vous parler du reste de mon emploi du temps et du rapport que ça avec la situation politique ici. Je suis arrivé ici le 13 juillet pour un tour qui va durer un certain temps et qui va au moins m'occuper au Mexique jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc ça a commencé très simplement, hein, c'est le 14 juillet, le lendemain, donc moi le 14 juillet ça fait partie de la religion républicaine, je suis donc allé à la cérémonie et à la rencontre organisée à l'ambassade de France à Mexico, qui est un poste important dans la diplomatie française. Ils sont nombreux. J'ai pu voir cette équipe, c'est des gens jeunes, donc qui sont plutôt ouverts et compréhensifs des problèmes de notre époque. Hein. Je veux dire que toute la question du changement climatique et de tout ce qui tourne autour de cette idée, hein, les impliquent, les concernent, et ils ont donc des modes de réaction personnels que je trouve très intéressants. Alors ce genre de cérémonie, on peut évidemment sourire, parce que c'est très convenu, ça se passe dans la résidence française, il y a là une partie des Français, parce que ici aussi c'est les vacances, donc les professeurs et beaucoup de gens rentrent chez eux pour passer les vacances, hein, enfin chez eux, rentrent en France pour voir la famille, tout ça. Donc c'est pas représentatif de la totalité de la communauté française de Mexico. Nous sommes 20 000 ici, Français. Bon, là, on devait être, je sais pas moi, 300. Hein, bon. Mais enfin, c'est intéressant parce qu'on trouve là des gens qu'on ne verrait pas autrement. Des entrepreneurs, des responsables de toutes sortes d'associations nationales. Et donc, on peut avoir une conversation entre Français qui met en jeu d'autres ressorts que les ressorts politiques traditionnels, d'opposition entre macronistes et insoumis, entre droite et insoumis. Bon. Et puis les gens qui viennent là sont souvent des gens chargés de vie, c'est-à-dire qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Et souvent sont très amoureux du Mexique, et en donnent donc une image, une idée qui donne envie de connaître, qui précise les images un peu simples qu'on peut peut-être ramasser soi-même. Bon, c'était pas une journée seulement dédiée à ça. J'ai rencontré un personnage qui me paraît très important, qui est un prêtre catholique, Alexandre Solalinde, avec qui j'ai eu une longue discussion avant la cérémonie à l'ambassade, une longue discussion sur le thème des migrants. Alors lui, c'est un homme extrêmement central dans cette thématique. Il est connu toute l'Amérique latine, évidemment. Il a eu des prix en Europe pour son action en faveur des migrants. Et il a une vision, comment dire, civilisationnelle du programme de la migration. Et pour un Mexicain, c'est d'autant plus fort. Bon, lui, en gros, il dit, écoutez, ça n'a pas de sens d'essayer d'empêcher les gens de se déplacer. Ce qui a du sens, me dit-il, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de partir de chez eux. Mais une fois qu'ils sont partis, c'est une vue de l'esprit de penser qu'on va pouvoir les arrêter ou les faire retourner en arrière, parce qu'ils ont déjà couru trop de risques pour être jusqu'à l'endroit où ils en sont, donc ils ne reviendront pas. Et s'agissant des migrants, toujours, il dit c'est une erreur de croire que les migrants dévastent, c'est pas vrai, dit-il. Les migrants conservent ce qu'ils ont trouvé de meilleur dans les pays où ils arrivent. Et il dit, à la fin, regardez aux États-Unis, les esclaves africains ont été importés de force par les planteurs, hein. Et puis ça s'est terminé qu'un président de la République aux États-Unis a été le descendant d'un de ces esclaves. Donc il dit, voilà l'image de ce que, pour finir, la migration donne, c'est-à-dire les peuples s'assimilent les uns aux autres, les gens s'assimilent à la société dans laquelle ils arrivent. Alors s'agissant des Mexicains et des États-Unis, il faut bien comprendre que la situation est incroyablement tendue. Je ne sais pas si en France on suit les événements de près, mais Trump a décidé de faire ce qu'il appelle lui-même une grande déportation. Il a décidé de ramasser 20 000 migrants sans papier pour les fiches dehors.
Et évidemment, il compte sur les Mexicains pour accueillir ces 20 000 personnes. C'est évidemment très mal ressenti ici. D'une façon générale, aux États-Unis, le thème de la migration est un thème qui est beaucoup plus ambivalent qu'en Europe, parce que une partie de la population nord-américaine, et notamment dans les derniers qui ont été élus récemment, sont des gens qui viennent, qui sont issus de la migration. Hein. Et Trump, lui, lui est complètement égal, il passe par-dessus bord tout, il a pris à partie 2 députés démocrates, dont l'une est issue de l'immigration éthiopienne, l'autre de l'immigration portoricaine, je crois, qu'on connaît tous très bien, pour leur dire, ben, vous feriez mieux de rentrer chez vous, ce qui est quand même incroyable pour parler à des élus nord-américains. Alors, je vais vous parler de Solalinde, Alexandre Solalinde, et donc lui, il dit ça, il dit voilà, de toute façon, c'est une vue de l'esprit, et puis ça correspond à rien aux États-Unis d'Amérique, parce que les gens le savent peu, en France, même, alors je ne parle pas de la baisse incroyable du niveau de culture à l'intérieur des rangs de la vieille gauche, mais les États-Unis d'Amérique ont volé au Mexique, alors bon, ils disent acheter, la moitié du territoire national du Mexique. Donc vous avez un État qui s'appelle le Nouveau-Mexique, le Texas, la Californie et d'autres, qui sont des États nord-américains remplis pas d'immigrés, de gens qui sont nés là, et donc c'est la famille qui était mexicain il y a donc 3 ou 4 générations, et puis maintenant les voilà états-uniens. Au total, on compte qu'aux États-Unis, il y a 35 millions de personnes qui ont un lien direct et personnel avec le Mexique. Seulement 12 millions sont clairement identifiés comme Mexicains vivant aux États-Unis d'Amérique. Et sur ces 12 millions, il y en a à peu près 50% qui n'a pas de documents, c'est-à-dire de papier. Chez nous, on dit sans papier. Ici, on dit gens sans documents. Et c'est donc une masse humaine absolument considérable. Donc il faut se rendre compte de la peur qui existe aux États-Unis dans les milieux de la migration mexicaine et hispanophone, parce que les Nord-Américains sont extrêmement brutaux, ramassent tout le monde et ils trient après. Il y a une grande vague de peur, et la chose intéressante, c'est de voir qu'il y a eu aussi une vague de solidarité dans les principales villes des États-Unis, avec des manifestations assez nombreuses en faveur des migrants, de leurs droits comme personnes humaines. Et bon, Trump a dit, ben bon, puisqu'on n'a pas pris assez, on va reconduire l'opération, les raids, hein, ils appellent ça, encore une semaine, la semaine prochaine. C'est évidemment d'une brutalité, d'une dureté totale d'annoncer ça, une grande déportation, tant de monde, surtout dans une société qui est profondément une société d'immigration, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est rien d'autre que ça. Il y avait des Indiens, ils les ont pratiquement tous tués, avec toutes sortes de voyous qui sont arrivés d'Europe, avant que la société nord-américaine se stabilise un peu, avec des gens plus honnêtes, plus travailleurs, mais déjà les choses étaient bien avancées. Mais voilà, la migration n'est pas un thème complètement extérieur à la société nord-américaine. En tout cas, ça n'a pas les mêmes, ça fait pas écho de la même manière que, par exemple, dans la société française, où il y a une longue tradition d'immobilisme social. Les gens étaient au même endroit pendant des générations et des générations. C'est comme ça, notre pays est fait comme ça. Donc, chez nous, le thème de l'immigration vient bousculer des habitudes, des manières de voir le monde, et qui ont un fondement dans l'histoire longue du pays. Aux États-Unis, non. Donc c'est de la pure provocation pour flatter des instincts assez vils qu'il y a aux États-Unis, et c'est comme ça qu'il espère gagner les élections Trump. Alors, le principal problème qu'on rencontre, c'est le décalage horaire. Il y a 6 heures de décalage. Donc, suivant que l'on est de constitution plus ou moins flexible, on supporte plus ou moins bien cette affaire. J'ai de la chance, moi je le supporte plutôt bien. Mes enfants, je suis comme tout le monde, 6 heures de décalage, je les sens passer, comme en ce moment, pendant que je suis en train de parler avec vous. Et donc j'ai prévu une journée assez calme, où j'ai juste un rendez-vous avec des dirigeants équatoriens qui se trouvent ici en exil. Comme j'ai vu Rafael Correa, l'ancien président de l'Équateur, en début de semaine passée, je vais pouvoir faire le lien entre eux, parce qu'eux, ils sont dans un mode d'organisation tout à fait improvisé. Ils n'avaient pas prévu, pour ceux qui se trouvent ici, d'être obligés de venir ici en courant, quasiment.
puisque l'actuel pouvoir équatorien, pour un oui, pour un non, ramasse les gens, les met en prison, ou leur colle des additions de procès absolument interminables. Rafael Correa a 25 procédures pénales sur le dos. Ricardo Patinho, qui est ici, a été inculpé. Ricardo Patinho était son ministre des Affaires étrangères et c'est un ami personnel. Lui, il a été obligé aussi de quasiment partir en courant parce qu'ils l'ont inculpé pour une phrase dans un discours. Vous imaginez, moi aussi ça m'est arrivé. Il n'y a pas été question de me mettre en prison à ce moment-là. Ça viendra peut-être aussi, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc tous, ils ont improvisé leur réorganisation et surtout leur réorganisation matérielle, parce que dans la presse, vous trouvez toutes sortes d'accusations absolument délirantes sur la corruption des gouvernants de gauche, mais en réalité, c'est pas vrai, ils ont rien, quoi. Et notamment eux, ils ont rien mis de côté, ils ont rien, et donc ils sont passés dans la pauvreté, en ayant aussi la mélancolie, la nostalgie de leur pays dans lequel ils ne peuvent pas rentrer, du logement qu'ils y ont, parce que souvent ils sont partis comme ça au courant, quoi. Et tout ça est assez, sur le plan humain, est très pénible. Il y a un devoir de fraternité quand on a connu des gens. Les gens ne sont pas des pions ou juste des noms dans une liste. Il faut aller parler avec eux. Et puis, ça réconforte. Et puis, évidemment, essayer de se rendre utile dans les luttes que cela mène. Voilà, donc je fais ça. Et puis, à midi, j'ose pas vous dire à midi, parce que le rendez-vous pour déjeuner ici, c'est 3h de l'après-midi. Bon, et puis ensuite, je ferai une interview pour le journal local, si j'ose dire, qui est le premier journal de ce pays. Le voilà. C'est La Jornada. Alors bon, là, c'est les titres du lundi 15 juillet. Ça dit que Trump joue avec les raids que je viens de vous raconter. Et il annonce qu'il va prolonger cette opération pendant une semaine. Mais ça va vous intéresser ici. Vous voyez la grande photo, on voit le drapeau bleu, blanc, rouge. Et le titre, c'est que la fête patriotique a été assombrie ou gâchée, on va dire gâchée, ça correspond mieux, en France. Et il parle de 180 personnes qui ont été arrêtées et détenues après des affrontements entre la police et les manifestants sur les Champs-Élysées. Après la parade qui commémore le jour de la prise de la Bastille. Alors, le mot espagnol est assez drôle pour désigner les opposants. Hein. Et ça se dit « los inconformes », ceux qui ne sont pas conformes. Hein. Bon, c'est une expression seulement. Hein. On dit qu'ils faisaient partie du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Donc vous voyez que cette nouvelle est arrivée jusqu'ici au Mexique, et je vais vous dire, je trouve pas ça très glorieux pour la France. Mais c'est comme ça, surtout quand on lit que 180 personnes ont été arrêtées. Il faut se rendre compte de ce que ça donne comme ambiance ici, quoi. C'est presque un encouragement à la brutalité. Alors c'est pas le cas parce que le gouvernement est un gouvernement de nos amis qui respecte les libertés publiques et les oppositions, mais bon, les gens, quand ça se passe en France, ils pensent que en général, ça les laisse un peu pantois. Hein. Moi, c'est les messages que je recevais d'Amérique du Sud quand il y a eu les perquisitions à nos domiciles, que bon, c'est 17 endroits différents, 11 personnes différentes. Les messages personnels que je recevais de beaucoup de nos amis ici, c'était on n'aurait jamais cru qu'une chose pareille soit possible en France. Donc c'est un très mauvais signal parce que ça encourage les pires dictateurs, les personnages les plus douteux à aussi faire du Macron, hein, matraque et prison, quoi. Voilà, ça c'est pour la journée d'aujourd'hui, et puis les autres journées, je vous les raconterai à mesure. Demain, j'ai une conférence que je fais en espagnol, donc je suis un petit peu angoissé à l'idée de faire une conférence en espagnol. Les copains se moquent de moi, ils me disent oui, tu parles très bien l'espagnol, t'as pas de problème avec ça. Alors, d'accord, mais enfin, c'est une chose de parler l'espagnol couramment, et une autre de faire une conférence dans un vocabulaire qui est plus spécialisé. Là, on m'a demandé de présenter devant l'école de formation politique, un institut de formation politique de Morena, qui est le mouvement qui est au pouvoir, de présenter la thèse de l'ère du peuple. Donc je vais le faire à plusieurs endroits. Et puis après, bon, j'ai d'autres sujets de conférences pour les rencontres d'été de la mairie de Mexico,
où je vais être sur le thème des nouvelles frontières de l'humanité. Ça va leur paraître assez planant que quand ils ont un problème très concret de frontières, arrive un Français qui leur parle de la mer et de l'espace. Mais je crois que ça intéresse tout le monde, ce genre de sujet. Bon, j'espère que ça fera le cas pour nous, quoi. Bon, là, je vous parle depuis la maison que j'occupe à Coyoacán. Coyoacán est un quartier de Mexico qui est célèbre dans le monde parce que c'est le lieu où il y a la maison de Frida Kahlo et puis qu'il y a la maison de Trotsky, où Trotsky a vécu la dernière étape de son exil avant d'être assassiné ici même par les staliniens qui avaient envoyé un agent pour le tuer, Ramón Mercader. Alors, depuis que je vous ai déjà raconté mes épisodes précédents, je vais commencer dans l'ordre chronologique. Je me suis donc rendu à la maison de Trotsky. C'est pas la première fois que je vais dans la maison de Trotsky et j'y vais toujours avec la même émotion, compte tenu du rôle qu'a joué Léon Trotsky, non seulement dans la révolution de 1917, ça j'irait d'une certaine manière, c'est l'histoire, il n'y a aucun moyen d'entrer en relation avec ce moment de l'histoire à travers une maison d'un exilé, c'est trop compliqué. Mais la personne de Léon Trotsky dans ces années, menant cette lutte dans son idée à lui, qui était la lutte pour l'idée qu'il se faisait du communisme, dans laquelle il n'y avait pas de place pour le culte de la personnalité de Staline, ni pour les violences bureaucratiques auxquelles Staline s'abandonnait pour prendre le contrôle du processus révolutionnaire. Alors, on peut maintenant, évidemment, au XXIe siècle, on peut reprendre tous nos lectures à zéro, de la façon avec laquelle nous avons interprété ces événements ou donné notre adhésion pour certains d'entre nous, comme ce fut mon cas, dans nos jeunes années au trotskisme, et savoir si, pour finir, c'était bien ça qu'il fallait faire, ce que nous proposait Léon Trotsky, plutôt que, etc., etc. Ça, ce sont des thèmes intellectuels passionnants, mais qui n'enlèvent rien pour moi à la fidélité qu'on doit avoir, pour des gens comme moi en tout cas, à la mémoire de rebelles absolus, comme Léon Trotsky, d'un soumis absolu. Parce qu'il ne s'est jamais soumis. Staline lui a tué toute sa famille, avant de le tuer lui-même, et Léon Trotsky n'a jamais cédé. Et il n'a jamais cédé à l'idée que le socialisme devait être un processus collectif, populaire, dans l'idée qu'il s'en faisait. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, me voilà donc dans la maison de Trotsky. Mais c'est pas une visite comme les autres, parce que ce jour-là, il y a quelqu'un d'extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. Il a 93 ans, c'est Sieva Volkov, le fils de la fille de Trotsky, donc son petit-fils. Et vous imaginez, de quelque matière qu'on soit faite, on est fasciné, parce que on a l'impression que, d'une certaine manière, c'est un peu Trotsky qui est là, quoi. Et le fait est qu'il a des traits de visage ressemblants, ce qui n'a rien de surprenant, lui-même étant ressemblant à sa mère, qui elle-même ressemblait à Trotsky, voilà. Donc, si vous voulez, ça, mais c'est pas, l'objet n'est pas folklorique du tout, c'est que c'est un militant. Il a 93 ans, c'est un militant. Alors, il est distancié par rapport à ces événements, suffisamment pour pouvoir en parler d'une manière qui est une manière rationnelle. Il parle un français, mais admirable, avec des subjonctifs passés à vous couper en deux, et il a un magnifique regard bleu qui vous perce la tête en même temps qu'il vous parle. C'est un homme qui refuse toute aide physique. Vous savez, à plusieurs reprises, on est... Bon, moi je ne suis plus un jeune homme, mais tout de même, à côté de lui, si. Et ceux qui m'accompagnaient, Christian Rodriguez, Antoine Léaumont, comme moi, on était là à chaque instant à vouloir lui tenir le bras. Et il refuse absolument, il se tient tout droit. Et il va et il vient dans cette maison, faisant le bilan de ce qui s'y était passé. La vérité, c'est qu'il y est resté jusqu'aux années 70 dans la maison dans laquelle a été assassiné son grand-père, Léon Trotsky, qu'il appelle, lui, couramment Lev Davidovitch. Bon. Et dans la maison, on a fait le tour, et évidemment, on fait le tour en passant par les endroits où des événements terribles ont eu lieu. La première tentative d'assassinat, quand vous êtes à côté du gars qui a failli être assassiné, ça change quand même la nature du récit. Il montre comment il était couché dans un angle de la pièce quand il a entendu les tirs de l'extérieur, et le gars qui est passé par l'intérieur de la maison pour tirer sur Trotsky a passé un coup de mitraillette sur le lit où il était, lui, Sieva. Et ce sont des choses qu'il vous raconte en vous disant qu'il est toujours blessé au pied, qu'il a toujours des marques de cet événement. Et puis après, on est passé dans la chambre où on voit comment Léon Trotsky a été sauvé par le geste instinctif
de son épouse, Natalia Sedova, qui l'a poussé par terre, du bon côté, et ils ont été à l'abri du mur pendant que ça tirait, et de dehors et de dedans. Le lit, le mur, tout est... Enfin, les éclats sont encore là. Et puis, évidemment, on a regardé le bureau dans lequel Léon a été assassiné par Mercader, par un coup de piolet terrible qui lui a enfoncé 7 cm d'acier dans le crâne. Et évidemment, c'est un traître, comme toujours. Hein. C'est... les coups les pires, vous les prenez de l'intérieur, parce que le premier attentat, c'est une opération de l'extérieur pour voir tous les problèmes que ça pose. Même quand ils arrivent à rentrer dans la maison, ils arrivent à le tuer. Tandis que quelqu'un qui s'est introduit, qui s'est rapproché, qui a fait bonne figure, qui a séduit une des secrétaires de Léon Trotsky, qui vit, et puis qui a donné des signes très nombreux d'une très grande amitié pour eux. Il a fait un grand voyage en voiture, un aller-retour vers la côte dans laquelle Natalia était, c'est pas combien des heures de route. Donc tout le monde se disait c'est un bon gars. Alors il est venu avec un petit texte en disant je voudrais que Léon lise ça, est-ce que vous acceptez de lire ça Léon pour savoir si vous êtes d'accord ou pas. Et Léon Trotsky lui dit bah viens voir pendant qu'il lit le texte, et l'autre fait le tour et lui plante le piolet. Bon, quand vous regardez les lieux, c'est évidemment terrible parce que vous vous dites comment Léon Trotsky a-t-il pu laisser quelqu'un s'approcher de lui alors qu'il n'envoyait pas la main, parce que forcément la main qui tenait le piolet, il y avait par-dessus un imperméable. Donc il y avait un côté enquête policière aussi pour moi dans cette visite. Je voulais vérifier pourquoi Léon Trotsky a pu se laisser tromper comme ça, à part par le fait qu'il était peut-être fatigué de se méfier de tout le monde, et que bon, il était dans une dépose, vous savez, bon, se méfier, hein, ça fait partie du métier, surtout quand on a été le chef de l'armée rouge et qu'on est un opposant à Staline. Mais, bon, enfin bref. Et le moment important pour moi, c'est quand Sieva, c'est-à-dire celui que nous avons vu, le petit-fils de Léon Trotsky, tout d'un coup s'est mis à nous montrer comment son grand-père s'est levé. Il l'appelle mon grand-père, ou Lev Davidovitch, et s'est appuyé à la porte, a dit aux copains qui ont évidemment immédiatement, en entendant le cri de Léon Trotsky, ont accouru, se sont jetés sur Mercader et ont commencé à le tabasser. Et Léon dit ne le tuez pas, on doit savoir. Donc il avait quand même sa tête, il était capable de parler. Et puis le flot de sang l'a en quelque sorte envahi. Ils l'ont couché par terre. Et c'est à ce moment-là que son petit-fils, Sieva, donc, est arrivé. Et Léon a encore eu la force de dire aux gardes du corps, écartez le gamin. Il ne faut pas qu'il voie ça. Parce que lui-même était couvert de sang. Alors on a regardé, et on était très émus, hein, je vais vous dire, c'est un contact qui vous bouleverse, parce qu'il y a cette proximité, il y a cette discussion, il y a cette simplicité de l'homme. Sieva était debout, il s'appuyait sur la porte, il s'est mis dans la position dans laquelle était Léon, pour montrer que Trotsky suit la scène de l'interpellation de Mercader par ses gardes du corps à lui, et qui peut leur dire ne le tuez pas. Bon, voilà. Alors ce moment-là, après on a eu une belle discussion sur l'importance du matérialisme historique en tant qu'école de pensée. Bon, un monsieur qui sait plein de choses. C'était un chimiste. Et voilà par quoi je finis ma petite histoire. C'est que Sieva Volkov, le petit-fils de Léon Trotsky, est le gars qui a mis au point la première méthode de production industrielle des pilules contraceptives au Mexique. C'était un chimiste et un type de très haut niveau. Et voilà comment lui a contribué d'une manière peut-être plus fondamentale, si j'ose dire, lui aussi au progrès des Mexicains, de la vie des Mexicaines et des Mexicains. Donc c'était très émouvant. Alors, bon, là-dessus, il fallait pas trop traîner. On a pris le temps de boire un petit café avec lui, et puis on a préparé la première conférence que j'ai tenue le soir même à l'Institut d'études politiques. Alors là, bon, ma première surprise, c'est de voir qu'il y a eu autant de monde. Le danger, alors les personnes qui sont là, c'était toutes des cadres politiques intermédiaires du mouvement présidentiel Morena. Le danger, c'était que ça tourne au meeting. Moi, je viens pas faire un meeting au Mexique, c'est pas mon pays, je fais pas de meeting au Mexique. Une conférence, oui. Et c'est ce qu'on m'avait demandé, c'est pour ça qu'eux m'ont invité ce soir-là à être présent. J'ai donc fait ma première conférence, bon... Vous savez, vous emmenez pas large, hein, quand vous entrez dans une pièce pour expliquer un truc déjà qui est aussi compliqué que l'air du peuple, ou quand je fais la conférence en France, une fois sur deux, je me rate, ça dure un temps absolument invraisemblable. Comme c'est trop long ce que je fais d'habitude, je veux dire, j'essaye de prendre trop de thèmes. Là, on a pris la bonne décision, c'est de le couper en deux et même en trois à certains égards. Alors ça a été
ça a été pour moi quand même un moment d'angoisse, quoi, de me préparer à parler pendant une plombe en espagnol, dans un vocabulaire qui est spécialisé. Je fais des fautes d'espagnol, c'est pas la peine de venir me le rappeler tous les 5 minutes, parce que quand vous commencez à parler de manière fluide une langue, si on vous arrête tous les 2 mots pour vous dire que vous avez fait une erreur ici, que non, vous voudrait mieux dire ça, à la fin vous parlez plus, quoi. Quand je prépare ma conférence, et après, ça vient tout seul, et j'ai à côté de moi Christian Rodriguez, à qui je demande des paroles. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il n'est pas en meilleure situation que moi, Christian Rodriguez. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est sous l'impact d'un parler fluide dans une langue qui n'est pas la vôtre, primo, et secondo, avec un décalage horaire? Il se passe un truc très curieux. Vous n'arrivez plus à dire certains mots, ni en français, ni en espagnol. Et ça, aussi bien Antoine Léaumont que Christian Rodriguez ou moi, tous les jours, on fait cette découverte, parce qu'on essaye de se perdre. Et comment on dit, et on se rappelle même plus le mot qu'on veut dire en français, parce qu'il vient plus, et on ne sait plus le dire. Alors ça, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ça marche comme ça, l'esprit, avec les mots. Donc j'ai fait la conférence, et il se passe là aussi quelque chose, c'est que quand on fait une conférence de cette nature, au départ on dit je vais simplifier, mais en réalité on simplifie pas, on est pur, on va plus directement à la volonté de démonstration avec ces étapes. Si bien que dans le cas qui nous occupe, je dispose dorénavant non seulement d'un plan beaucoup plus affiné que celui que j'avais en France, mais d'un exposé littéral qui lui aussi est plus précis qu'aucun de ceux que j'ai fait avant. Je ne suis pas 100% satisfait, hein. Je vous dis ça parce qu'il y a déjà des amis qui disent « Ah bon, on va le traduire en français, puis on va en faire un petit livret, tout ça. » Doucement. Je suis d'accord pour que ceux qui veulent bien le faire traduisent, parce que c'est un boulot considérable, et je pourrais retravailler à partir de ce texte-là. En fait, j'ai fait cette conférence, et puis le lendemain, la conférence numéro 2 sur la révolution citoyenne. Si bien que je pense que là aussi, j'ai bien précisé les choses, bien montré les articulations. On a une bonne base de travail pour faire un beau document écrit. La deuxième journée était aussi fascinante que celle que je viens de raconter, cette deuxième conférence, et je n'y reviens pas davantage. Mais entre-temps, c'est-à-dire entre la première conférence et la deuxième, j'ai fait la visite du centre historique. Ce qui m'intéresse, c'est un fait culturalo-ethnico-politique, c'est la découverte, entre guillemets, du Templo Mayor, c'est-à-dire du temple principal qui était celui de Montezuma quand les Espagnols, avec Cortés, ont envahi Tenochtitlan, s'appelle la ville, c'est-à-dire Mexico. C'était une lagune, et il y avait 2 îles comme ça, et sur l'une, Tenochtitlan, le cœur de Mexico, aztèque. Et les quartiers qu'on connaît aujourd'hui sont des quartiers qui étaient tous au bord de la lagune. Coyoacán descendait vers la lagune. Et les Espagnols ont fait quelque chose qui est un acte politique absolument inouï, de décision de Cortés, qui est de détruire tout ce qui se trouvait là. C'est un saccage monstrueux, vous voyez, vous êtes glacé quand vous y pensez, quand vous voyez les maquettes, vous vous dites, mais quelle horreur, comment ont-ils pu faire ça? Ils ont fondu aussi des milliers d'objets en or pour les transformer en lingots, pour pouvoir les transporter plus facilement. Vraiment, la conquête est un ethnocide involontaire, parce que leur intention n'était pas de tuer tout le monde, c'est la maladie qui a tué pour l'essentiel. C'est pas les victoires de Cortés ne sont pas compréhensibles si l'on ne comprend pas à la fois que la maladie avançait plus vite que la cohorte de Cortés qui arrivait, la maladie arrivait avant. Donc quand Cortés arrivait, il y avait déjà bien des dégâts de fait. Et la maladie, elle trie pas, elle vous tue un paysan, mais elle vous tue aussi un général. Donc bon, le paysan qui est mort, il y en a un de moins. Quand c'est le général, alors c'est toute l'armée qui est en pagaille. Donc les ravages de la maladie, des maladies que les Espagnols ont amenées ont été terribles. Alors ça, c'est le premier élément. Puis l'autre élément, c'est qu'en réalité, les dirigeants politiques de l'Empire aztèque, les Mexicains, quand arrive Cortés, cet empire est à son apogée, mais ce sont des conquérants d'une, brutalité particulière. Donc ils ont mis les autres tribus aztèques, ou ceux qui étaient là avant qu'ils arrivent, eux, les Aztèques, sous domination, et ils leur font payer tribut. Si bien que l'opération de Cortés est d'abord une opération politique, sinon il ne peut pas gagner. Première opération politique, c'est s'être libéré lui-même, Cortés, du lien avec ceux qui l'ont envoyé. Il a brûlé les bateaux et fait voter les gens qui étaient là pour le désigner en quelque sorte comme maire. Hein, ça paraît incroyable, mais ça a commencé comme ça. Et puis il s'est mis en mouvement, et avec l'appui d'une femme qui connaissait les 2 langues,
et qui était une personnalité politique, d'une petite entité politique, on dit princesse, mais ça veut rien dire, hein, l'a aidé. Et il lui a dit, voilà, telle tribu est hostile aux Mexicains de Tenochtitlan, telle tribu, et si bien que chaque fois Cortés sait avec qui il va s'allier, et contre qui, en cours de route, il va se battre. Et ça, c'est l'aspect politique de la conquête elle-même. Mais, bon, tout ça, ça a de l'intérêt, tout à fait essentiel, parce que c'est de la politique, donc ça m'intéresse. La sauvagerie de la conquête, c'est-à-dire que la conquête ait été faite par un tel ramassis de brutes, qui étaient incapables, n'ont aucune culture, les conquistadors qui sont là, quelques chefs ont de la culture, tout le reste, c'est des gens qui viennent faire fortune et qui, naturellement, souvent sont repartis aussi pauvres qu'ils étaient arrivés, parce qu'ils jouaient au dé des fortunes gigantesques en or, ils n'avaient rien d'autre à jouer. Tout ça, c'est perdu. Et la tactique de Cortés a été de dire, on arrache tout pour que plus jamais les Mexicains, les Aztèques, puissent reprendre le pouvoir et remettre en place leur propre société. Hein. Il faut s'imaginer que nous soyons envahis et que le conquérant rase toutes les églises, toutes les mairies, comme l'ont fait ici, ont essayé de le faire les conquistadores, pour comprendre la violence de l'acte. Tant et si bien qu'ils ont démonté le Templo Mayor pour monter en face la cathédrale, parce qu'ils l'ont monté en face tout simplement parce qu'ils n'avaient pas transbahuté une quantité pareille de pierres ailleurs. Et ils ont construit la cathédrale en gros, elle est sur pilotis, comme une bonne partie du centre de Mexico. Alors les pilotis, c'est formidable, parce que le bois dans l'eau, c'est d'une dureté extraordinaire, c'est comme de l'acier. Mais voilà, entre-temps, le capitalisme est arrivé, et l'agriculture productiviste. Donc ils ont commencé à pomper la flotte. L'eau, le niveau de la nappe est descendu, si bien qu'une partie des pilotis en bois ont été sortis de l'eau, quoi, en quelque sorte. Ils se sont retrouvés dans la bouillasse, dans je sais pas quoi, mais toujours est-il que le bois a commencé à pourrir. Si bien qu'une partie de la ville s'enfonce. Et notamment la cathédrale, qui a été sauvée parce qu'on a mis d'autres pilotis, enfin je sais pas où on en est au juste de cette histoire-là, mais quand vous êtes vers le Templo Mayor, vous voyez bien que le terrain est plus droit, quoi. Il y a une pente pas croyable. Alors, donc ça, c'est ce fait politique qui fait réfléchir, surtout quand on va voir le Templo Mayor, c'est-à-dire on voit la taille que ça a occupé, c'est immense. Donc c'est vraiment un acte politique d'une violence et d'une détermination absolument considérable. Ça nous intéresse pour bien comprendre, d'une manière générale, ce qu'est le processus d'acculturation, c'est-à-dire substituer une culture à une autre, et de destruction absolue de l'adversaire, en le prenant par sa culture et ses symboles communs, c'est-à-dire les bâtiments, la religion, les chants, les danses, etc. J'en dis pas plus parce qu'il y a bien d'autres aspects qui m'ont fasciné, notamment un aspect écologique. J'ai vu une technique de plantation des Indiens que j'ai trouvé absolument inouïe. Ce sont, si vous voulez, des petits lopins de terre dans la lagune, dans la flotte, qui dépassent du niveau de l'eau d'à peine 40 à 50 cm, qui sont coupés entre eux, séparés par des petits canaux dans lesquels passent les canoës, parce que le mot vient d'ici, passent les canoës, et quand on fait la récolte, on met dans les canoës. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette méthode, c'est bien mieux que Monsanto, et que tous les OGM du monde, ils font 4 récoltes par an. 4 récoltes, il faut quand même se rendre compte. C'est donc une technique agricole extrêmement au point, qui devait être un peu la même que celle qu'il y avait en Égypte, après la crue, pendant la crue, au moment où les limons montaient. J'ajoute que cette technique extraordinaire, ils ont fait des petites maquettes pour qu'on comprenne bien, et ici c'est avec cette technique qu'est produit 40%, que sont produits 40% des légumes qui sont consommés dans Mexico City. Donc c'est pas rien, c'est pas un petit jardin comme ça pour... bon, non, c'est quelque chose qui est un mode de production du légume qui est extrêmement avancé. Voilà, ça m'a plu aussi d'en discuter avec ceux qui étaient là, parce que j'ai retrouvé la trace de ce type de culture telle que l'avait démontré et annoncé un archéologue de l'Amazonie, parce que ce sont les Français qui sont les plus avancés dans l'archéologie amazonienne. Il faut le faire, parce que bon, il y a Amazon égale forêt, c'est pas à l'air libre. Et l'archéologue français que j'avais rencontré en Équateur m'avait raconté comment lui avait reconnu au milieu de cette forêt et du fatras qu'il y a là
la trace de ces petits espaces. Et il m'avait dit, ce qui est extraordinaire, c'est que la trace s'est gardée parce que les êtres humains ont commencé à cultiver, et du coup, ils ont amené avec eux les fourmis. Et les fourmis, quand les humains sont partis, elles sont restées. Mais comme la flotte remontait, elles ont donc dû, par leur sécrétion et toutes sortes d'autres activités qu'elles ont, remonter pour suivre l'élévation du niveau de la flotte. Tant et si bien qu'aujourd'hui, ces petits terre-pleins de 40 ou 50 cm de haut sont en réalité des œuvres de fourmis sur la base d'une œuvre humaine. Tout ça est assez touchant, je trouve, à regarder. Alors, ça a été la partie du centre historique, j'en ai pas fini avec, parce qu'il y a bien d'autres choses que je voudrais observer, comprendre, pour m'en imprégner, parce que tous les thèmes religieux aztèques sont intéressants à considérer en tant que savoir sur la réalité. Nous autres, en Europe, qui sommes très influencés par le christianisme, notamment, eh bien, nous intégrons, ou le judaïsme aussi, qui contient beaucoup cette forme de pensée, qui est le mysticisme, on l'a aussi dans l'islam. Donc nous avons une vision des religions qui, établissent une sorte de lien très mystique avec la divinité. Tandis que dans ce type de religion, comme ce fut le cas avant la religion romaine ou autre, ça n'existe pas. Ce sont des religions concrètes. Les dieux qu'on honore, on l'honore d'une manière concrète pour obtenir un résultat concret. Tant et si bien que les hommages rendus à l'apparition à date anniversaire d'un dieu, souvent sont des dates de semailles ou de récolte ou de labour et de toutes ces occupations de cette sorte. Alors pas seulement les occupations matérielles, mais aussi les occupations qui correspondent au développement culturel, personnel des individus, car le processus d'humanisation des singes nus que nous sommes, c'est un processus qui est matériel, c'est-à-dire qu'il faut répondre à des situations matérielles concrètes, donc accumuler du savoir à ce sujet, et puis c'est aussi un processus culturel, c'est-à-dire qu'on accumule du savoir dans un cadre intellectuel bien précis, et ça c'est de la culture, tant et si bien que l'humanisation, depuis le début, c'est un acte, c'est une fonction culturelle. Hein. Alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, vous avez qu'à y réfléchir. Moi je vous dis comment je le vis, je m'intéresse beaucoup à ça, et justement, dans la dernière conférence que j'ai fait cette semaine, eh bien, le thème essentiel, c'était la place de la culture. Alors on s'était mis d'accord sur la façon d'en parler à travers 3 questions. La gauche, je sais pas pourquoi vous l'avez tout pris parler de ça. Ça c'était le premier thème. Le deuxième thème c'était les questions d'éthique, solidarité et tout ce qui tourne autour de ça. Et le troisième c'était le néolibéralisme n'est pas seulement un système économique, c'est une organisation de l'espace émotif et culturel des individus. En gros, c'était ça les 3 piliers. Hein. À vrai dire, dans cette troisième séquence de conférence, pour être honnête avec vous, c'était pas la conférence qui me motivait le plus. Je veux dire, l'acte, hein, ça c'est toujours agréable. Une fois qu'on se sent beaucoup plus sûr de soi, ce qui était mon cas, de parler en espagnol, j'ai compris que les gens me pardonnaient les fautes, que bon, j'étais pas ridicule en le parlant malgré mes fautes. Hein, je m'en excuse auprès de tous ceux qui aiment l'espagnol, comme moi-même j'aime le français, au point que les fautes sont insupportables. Hein. Mais il y avait beaucoup de bienveillance de la part du public et personne n'a à aucun moment fait de réflexion. Je dis pas directement à moi, mais même à mes proches pour dire écoutez, apprenez-lui la grammaire, pitié. Bon, non, personne n'a fait ça. Ce qui était très excitant pour moi dans cette circonstance, c'était pas la rencontre, ni même le fait de un dialogue, c'est avec qui je dialoguais. Hein, parce que Paco Ignacio Taibo est un auteur, on peut dire, mondial. Hein. C'est de toute façon un grand auteur d'Amérique du Sud, où ses œuvres sont lues partout. Il a publié, je crois, 43 livres, quelque chose comme ça. Une biographie du Che qui est magnifique, une biographie de Pancho Villa qui est aussi magnifique, et puis toute une série de romans policiers, parce que c'est comme ça que lui a fait le trou. Donc on a échangé un peu, mais ça c'est un peu plus privé, sur littérature, la manière d'écrire, tout ça dans la plus grande simplicité, au milieu des blagues, parce que c'est un personnage malicieux, très anard, hein. Et moi je m'entends bien avec cette variété de personnages, parce que ils ont la blague facile, moi aussi, donc
rire ensemble. D'abord, ça vous fait découvrir que c'est les mêmes trucs qui vous font marrer, quelle que soit la langue que vous parlez, mais que c'est la malice qu'on y met qui fait la blague. Hein, et ça, bon, c'est des beaux moments. Et Paco a été vraiment un partenaire superbe parce qu'il m'aidait à passer d'un sujet à l'autre. Formidable. Puis il est très sans gêne parce qu'ils ont dit aux gens, vous pouvez passer des questions, on avait une pile de paplards comme ça. Alors à la fin, bon, il finit par dire, bah écoutez, moi je peux plus répondre, il a plus répondu. Puis ça l'a pas plus gêné que ça, quoi. J'imagine un homme politique qui fait ça, il est mort le lendemain, quoi. Aussitôt, les malveillants habituels diraient, il a méprisé le public, il a refusé de répondre aux questions. S'il avait répondu aux questions, le lendemain matin, on y était encore. Une pile comme ça. Donc les gens sont vraiment impliqués dans l'affaire. Et Paco Taibo est vraiment un personnage très entier. Alors, est-ce que c'est quand on sait que c'est lui ou c'est parce qu'il est comme ça qu'on dit « Ah oui, vraiment, c'est Paco Ignace, je ne sais pas vous dire. » Mais ce que je sais vous dire, c'est que c'est vraiment... beaucoup d'entre vous vont me comprendre. C'est une présence, vous savez, il y a des gens qui ont une présence, ils sont comme ça, ils sont là, pouf, vous pouvez pas ignorer qu'ils sont là, leur regard vous traverse, on dirait qu'ils rayonnent. Hein. Et c'est le cas de Paco. La veille, j'avais été visiter la présidente de Morena, le mouvement qui soutient AMLO. Alors là, c'était vraiment... bon, c'est un mouvement qui a une puissance politique considérable, puisqu'il dirige les deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, et montonne de députés, de sénateurs, de maires. Bon, comme ils gagnent toutes les élections en ce moment, ils ont gagné depuis la présidentielle, il y a eu 2 élections récemment, dans 2 États, et Morena a gagné en les 2 cas, y compris dans l'un des 2 États était un État depuis toujours à la droite au Mexique et qui est passé directement à Morena. Alors ils ont des problèmes considérables parce que ils ont fait la même méthode que nous, hein, c'est-à-dire un mouvement. Ils veulent pas être un parti, mais le débat est resté ouvert et encore ouvert entre eux. Chez nous, non. Le débat est clos. Le mouvement insoumis est un mouvement, point. C'est pas un parti. Ça a encore été confirmé à la dernière assemblée représentative du mouvement. Mais comme le savent tous ceux que cette question intéresse et qui ne résument pas la politique à des querelles de personnes ou à des trahisons aussi spectaculaires qu'elles soient, quand elles le sont, parce que c'est pas toujours le cas, eh bien, c'est un sujet de fond. Comment fait-on vivre un mouvement qui, au départ, se construit autour de la candidature d'une personne? Ce fut mon cas aussi. Et ce fut le cas de Andrés Manuel López Obrador. Le début du mouvement, c'est une construction autour de sa candidature. Et ensuite, il faut, en quelque sorte, s'inscrire dans la durée. Même question pour nous. Et quelles sont les formes spécifiques de militantisme qui correspondent à la vie d'un mouvement et pas à celle d'un parti? Parce que vous retrouvez continuellement la même pulsion qui vient des anciens militants de partis qui essayent ou qui veulent reproduire, parce que c'est la réalité qu'ils connaissent, les méthodes du vote, des textes contradictoires, des amendements et tout ça, dont ils pensent que c'est le cœur de la démocratie dans un mouvement politique. Ils ont des raisons de le penser, mais ils devraient des fois avoir l'humilité de penser que c'est pas la seule façon de faire, primo. Segundo, que si en 70 ans, nos partis ont été si maigrelés, si peu fréquentés, si vite bureaucratisés, peut-être que ça a à voir aussi avec la façon avec laquelle ça fonctionne. Parce que quand vous donnez le pouvoir dans un parti à ceux qui parlent bien et qui écrivent bien et assez vite pour le faire, bah, vous connaissez le résultat d'avance. Vous savez pas seulement qui va y avoir le pouvoir, ce qui après tout est légitime, quelles que soient les personnes, mais qui ne l'aura plus jamais. C'est-à-dire tous ceux qui parlent pas si bien que ça, qui écrivent pas si vite que ça, mais qui sont des hommes, des femmes merveilleux pour ce qui est d'organiser de l'action, pour convaincre des gens, d'agir, enfin bref. Il y a d'autres formes de militantisme. Ils ont le même problème que nous. Alors donc on a parlé longuement, hein, parce que j'ai dû arriver dans son bureau à 9h du soir, on était en retard, on n'avait pas encore mangé, c'était moyen comme situation, et puis 9h du soir, il faut vous rendre compte avec le décalage de 6h, d'accord? Bon, en fret, vous savez plus où vous en êtes, quoi, si c'est le jour, la nuit ou quoi. Et on est rentré pour se coucher, il était 1h du matin. Donc, quel que soit le décalage, ça fait quand même un petit paquet d'heures, là, de discussions très denses, très denses.
Il y avait là la présidente du parti, la dirigeante du parti sur la zone de Mexico, et le secrétaire aux relations internationales, et puis, je sais pas pourquoi, le plus jeune militant de Mexico, de Morena. Il a 16 ans, mais comme il était habillé comme un vieux, il avait l'air d'un vieux, avec la cravate, tout ça, enfin bon. Mais un bon gars, c'était intéressant de le connaître, de le rencontrer, de comprendre comment il fonctionne, parce que vous ne le savez pas, mais les gens de plus en plus jeunes s'engagent et ont des idées politiques. J'ose à peine vous le dire, mais je connais des jeunes gens qui ont 11 ans, qui me tiennent tête politiquement. Hein. Alors évidemment qu'on ne polémique pas politiquement de la même manière avec un jeune garçon ou fille de 11, 12 ou 13 ans qu'avec un roublard qui en a 45, 50 ou 60, hein, et qui a déjà vécu plusieurs guerres de tranchées. Donc c'est clair qu'on ne fait pas la même chose. Mais c'est impressionnant de voir comment la politisation peut être un fait culturel extrêmement ample qui se répand dans tous les secteurs de la population et tranches d'âge. Donc notre discussion, elle s'est concentrée sur ces questions, plus il y a des problèmes qui m'intéressent. Bon, nous, comment on a fait? Première vague, 150 000 à l'annonce de ma candidature. Deuxième vague, 200 000, etc., etc. La campagne, après la campagne, encore des gens qui adhèrent massivement, parce qu'ils ont des remords, pas avoir donné le coup de main avant. Et puis. Nous, on carbure les insoumis à 1000 adhésions par mois. Bon. C'est pas mal. En même temps, il y a des gens qui passent en zone froide. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont hyper actifs, en demande, qui échangent sans arrêt, et puis, il y a ceux qui apparaissent une fois de temps à autre. Ils sont avec nous, d'accord, de cœur, ils ont voté avec nous, des fois, ils ont été un peu sensibles à la propagande, et puis ils sont pas contents de moi, alors ils disent, bon, on verra. Ou bien, ils prennent peur, parce qu'ils prennent peur de la répression, ils disent, en plus, moi, j'incite personne au martyr. Et puis, on a un gouvernement qui est très violent, il faut bien le reconnaître. Et puis à la fois de manière policière, mais aussi judiciaire. Il y a tout un appareil judiciaire maintenant qui est voué à la persécution des politiques, on le voit bien. Alors ça rend quelques personnes prudentes. Mais grosso modo, l'affaire reste comme elle était au début, c'est-à-dire une sorte de grand nuage, avec des parties plus denses qui donnent de la pluie et c'est de l'action, et puis des parties plus flottantes qui continuent à être des nuages. Moi, ça me va. Et je parlais avec elle de ça, elle me dit, elle partage la même vision que moi, elle dit c'est comme ça qu'il faut faire. Elle a déjà été militante politique, et puis elle a fait aussi la traversée comme moi, de l'Atlantique en portant le bateau sur le dos. Donc elle a connu les toutes petites organisations, puis ensuite les... Bon, c'est une femme yécole qui est super intéressante. Hein. Elle a été sénatrice, et, elle connaît tous les niveaux de l'intervention politique. Et son problème à elle, c'est non seulement les mêmes que les miens, comme on fait. Ils ont été très intéressés par notre technique de la plateforme et de tous ces trucs, parce qu'ils commencent seulement maintenant. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça. Et son problème à elle, c'est que depuis qu'ils ont gagné l'élection, quand ils sont arrivés à la fin de l'élection, ils avaient à peu près 1 million d'adhérents, de gens qui les avaient rejoints. Depuis qu'ils ont gagné l'élection, il y a 2 millions de personnes qui demandent à adhérer à Morena. Alors, faut pas non plus trop nous prendre pour des perdreaux de l'année, quoi. 2 millions de personnes qui, tout d'un coup, veulent entrer dans un parti, il y a plein de gens qui sont braves, qui disent « Ah oui, formidable, parce que la force va à la force. » Et puis tant mieux. Et puis vous avez tous les opportunistes de la Terre, hein, moi j'ai aussi largement cotisé, qui rappliquent, qui se donnent des airs d'importance, ils ont toujours été d'accord avec vous, mais ils avaient une nuance, un cheveu de moins ou de plus, qui faisait que, hélas, quoi qu'ils aient voté pour vous, ils ne faisaient strictement rien avec vous, ils attendaient que ça se passe. Et comme ça, j'en connais plein, hein, et qui veulent, maintenant, les voilà tous arrivés, et évidemment, ils submergent, ils peuvent submerger la formation. Et quand une formation est submergée par les nouveaux arrivants, on sait comment ça tourne. Puisque je vous ai commencé par vous parler de Trotsky, précisément, Staline a fait ça. C'est-à-dire que, après l'assassinat de Serge Kirov, Staline a inventé un truc avec lui pour trouver ça, en disant nous allons faire la promotion Kirov. Il a fait rentrer 1 million de personnes au Parti communiste de l'URSS. Alors, évidemment, toutes les anciennes structures, je ne dis pas qu'elles étaient bonnes, hein, ils avaient déjà quand même... ils en avaient fait un maximum déjà. Mais tout le passé a été englouti sous la masse de ces gens qui arrivaient, qui n'avaient aucune culture commune avec ceux qui étaient là avant, qui n'avaient assimilé personnellement aucune leçon de la guerre civile, ni de la guerre mondiale. Enfin bref. Donc,
Morena, et alors, il y a des discussions entre eux, moi je m'en mêle pas, c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. Il faut être très respectueux de ça, hein, très. C'est-à-dire, quand on dit c'est pas à nous de dire, eh ben c'est pas à nous de dire, et on se mêle pas de dire. Moi je suis intéressé à voir comment ils vont faire, parce que je reviens toujours au point de départ. Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? Pourquoi l'Amérique du Sud? Ben parce que c'est le seul endroit du monde où il y a eu une rupture avec le néolibéralisme en 2 vagues. En ce moment, nous sommes dans la 3e vague, hein, de redémarrage de l'action, et c'est le seul endroit. Le seul endroit avec des gouvernements qui chacun ont eu leurs caractéristiques, leurs tentatives, leurs échecs, et leurs succès aussi, les amis. Bon, là en ce moment évidemment tout le monde nous resserre du Chavez et du Venezuela à tous les plats. Hein. Alors évidemment ils nous jettent à la figure, c'est un désastre économique. Bah oui, et l'embargo américain ça amplifie pas le désastre, ça le simplifie peut-être. Bref, vous connaissez tout ça. Mais donc c'est un moment où il faut le regarder, pas en petit Européen prétentieux qui font la leçon à tout le monde sur à quoi doit ressembler un bon gouvernement et un mauvais, mais en quelqu'un qui s'intéresse à l'initiative populaire, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça donne, parce que un jour ou l'autre, nous aussi on va avoir ce problème à régler. Donc c'est le moment d'apprendre, parce que quand vous êtes dans l'action, là c'est le moment où vous devez être inventif, et vous pouvez pas être inventif comme un génie, vous l'êtes forcément, parce que vous sortez de vous de l'expérience. S'il y a 0 expérience, oui, tant mieux si vous avez des génies, parce que c'est eux qui vont avoir l'acte, le geste adapté à la situation. Mais sinon, le geste adapté, il peut vous venir que de l'expérience. Comme le sportif, il a le bon geste bien adapté parce qu'il s'entraîne, etc., etc. Et l'entraînement, c'est juste de l'expérience. Bon, on est donc là-dedans. C'est donc très intéressant. Elle me dit, école, moi je suis pour qu'ils entrent. Donc c'est un risque énorme, mais bon, il faut bien prendre une décision. Parce que dire, ah ben non, je veux pas qu'ils rentrent, comment vous faites? Vous dites aux gens, non, on veut pas de vous. Ou alors, je sais pas quoi, passer un examen, remplissez un QCM, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Donc je vais regarder comment ils s'y prennent, parce que je suis certain que nous finirons par gagner, et que cette victoire devrait nous amener beaucoup de force nouvelle. Hein. Voilà, donc je regarde ça de très près. Donc voilà, ça c'est une première discussion politique de fond, avec une des personnalités qui fait la politique de ce pays. L'autre discussion politique de fond que j'ai eue, c'est dans une rencontre avec le président du Sénat. Je peux vous dire que c'est vraiment un homme admirable, parce que il commence par me proposer de me rencontrer, et il dit, venez au Sénat, on va faire un petit déjeuner. Moi, les petits déjeuners, déjà, j'aime pas trop ça en France, alors avec 6 heures de décalage dans le nez, encore moins. Donc je dis, écoutez, vraiment je suis désolé, mais il me faut 3/4 d'heure pour arriver jusqu'à vous. L'emploi du temps est tellement serré que je dois décaler tous mes autres rendez-vous pour les mettre plutôt dans le centre où il se trouve lui. Enfin bref, vous comprenez. Alors il me dit, bon écoutez, dans ce cas-là, c'est moi qui viens. Alors ça m'a impressionné, parce que si le président du Sénat accepte comme ça, la signature, je la comprends immédiatement. C'est un militant politique. Et d'ailleurs, il a dirigé le mouvement Morena avant Yécol. C'était lui le patron. Maintenant, il est président du Sénat. Et il a gardé cette simplicité, cette bonhomie du militant politique. Il passe dans la rue, les gens le saluent. Il traverse pour me dire bonjour. Évidemment, ici aussi, c'est la maladie des selfies. Donc aussi, il fait beaucoup de selfies. Mais j'ai vu dans le restaurant, par exemple, quelque chose que je connais moi aussi en France, c'est-à-dire que les serveurs, les cuistots, tout ça, viennent voir, viennent toucher la main, faire une petite photo, parce que ils sont morena, comme tous les gens simples, comme beaucoup de gens simples sont insoumis en France. Alors, c'est une ambiance extrêmement touchante que de voir tout ça autour de lui. Et on était donc dans ce bistrot, à Coyoacán, tranquillou, pendant 1h30, à discuter de ce qui se passe, du bilan des privatisations et de la forme de la politique économique de Morena, que lui connaît mieux que personne. Assez longuement, mais c'est surtout le bilan des privatisations, on peut le résumer comme ça. Les 4 personnes les plus riches du Mexique, dont un qui a été la plus riche du monde, eh bien, ce sont des gens qui possèdent des entreprises privatisées, c'est-à-dire des entreprises qui étaient des entreprises nationales, qui sont devenues des entreprises privées. Autrement dit, c'est sur ce magot accumulé par le peuple mexicain que ces gens se sont enrichis d'une manière absolument extraordinaire.
Et quant au reste, c'est-à-dire la libéralisation dans tous les domaines, blablabli, blablabla, compétitivité, flexibilité, modernité, patacoufa, eh bien, le résultat, c'est que depuis 1976, le tournant, on va dire, blairiste ou thatchérien du PRI, qui est le parti qui a dirigé ici pendant des décennies et des décennies, avec une coloration nationaliste, parfois très gauche dans le discours, mais aussi dans la pratique, parce que c'est le même parti qui lui-même avait procédé aux nationalisations dans le passé, qui est d'ailleurs membre, il était membre de l'Internationale socialiste, qui était très surprenant, parce que quand même, c'était un parti extrêmement autoritaire. Alors, le bilan de tout ce baratin, c'est que, évidemment, la production n'a pas cru plus vite qu'il était prévu qu'elle croisse, du fait de l'augmentation de la population. Tout le monde comprend ça, j'ai essayé de le résumer en une phrase. Par contre, ce qui est certain, c'est que depuis 1976, au total, le salaire moyen a baissé de 20%. Ça, c'est le seul résultat mesurable de l'ère néolibérale au Mexique. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas 1 kilomètre de rail de plus, il n'y a pas 1 kilomètre de métro de plus, non. Mais il y a eu une baisse des salaires de 20% et la formation d'une classe d'hyper riches, complètement liée aux États-Unis d'Amérique, même si beaucoup d'entre eux sont encore assez nationalistes pour ne pas accepter, comme ce fut le cas par exemple aussi au Venezuela, de devenir dans la roue des partis de droite de pures et simples marionnettes des Américains. C'est très mal vécu ici, hein. Très très mal vécu. Hein. On n'est pas en France, hein, où tout le monde la bêle d'enthousiasme dès qu'il est question des Américains ou des Allemands, ça va de soi. Ici, non, ils sont fiers d'eux-mêmes, de leur histoire. Bon. Et puis le voisin américain leur a quand même piqué la moitié du territoire national, donc ça laisse pas que des bons souvenirs, des trucs pareils. Plus évidemment cette mêlée de tout à chaque occasion possible. Voilà. Et de ça, il reste encore des choses avec des réactions qu'on ne s'explique pas si on ne connaît pas ce contexte. Par exemple, depuis 2 jours, les abonnés de Netflix en France savent de quoi je parle. El Chapo Guzman, Ismael Guzman, qui a été extradé aux États-Unis d'Amérique, après son arrestation ici, son évasion et tout ça, vient d'être condamné à perpétuité aux États-Unis. Alors, tous les jours, sa fortune doit être expropriée, et les gringos avaient imaginé que c'était eux qui allaient le prendre en amende. Hein. Les Mexicains ont dit, attendez, non, c'est notre voleur, donc ce qu'il a volé, on le récupère nous. Et donc, il y en a quand même pour 14 milliards de dollars, hein, c'est pas une petite somme. Et donc, ils ont Ismael Guzman là-bas, et cette somme va revenir, et puis je lis dans les commentaires Andrés Manuel López Obrador, AMLO, qui dit, moi, je souhaite pas de mal à monsieur Guzman. Je fais pas du bois de chauffage quand un grand arbre tombe. C'est drôle, hein, comme phrase. Vous pouvez vous dire quand même, c'est un criminel endurci, El Chapo. Oui, mais ce qui va pas, c'est que pour être jugé et condamné à perpétuité, il a été extradé. Et ça, c'est très mal vécu ici. El Chapo était un criminel mexicain qui commettait ses forfaits au Mexique. C'est donc au Mexique qu'il aurait dû être jugé, condamné et enfermé. À moins qu'on décide que les Mexicains sont incapables d'avoir une justice et un système carcéral qui fonctionne. Ce qui n'est pas vrai. Ce système comporte des défauts, mais c'est un système qui fonctionne et dans lequel le nouveau gouvernement est en train de progressivement, assez habilement, réduire la part de corruption qui s'y trouve, comme elle se trouve d'ailleurs aussi chez nous, dans notre système français, d'une manière générale en Europe et dans les entreprises européennes. Comme vous le savez, aussi bien que moi, ou si vous ne le savez pas, vous vous en doutez, mais je préfère vous dire que vous avez raison de vous en douter, parce que c'est vrai. Donc El Chapo, depuis 2 jours, c'est l'actualité. Il est condamné à perpétuité. Alors on nous a montré la cellule dans laquelle il est enfermé, dans un état extrêmement aride. Et alors il se vante, hein, la presse qui, comme souvent, vous savez, ils jouissent du malheur des gens. Hein. Bon, comme c'est un criminel, tout serait permis à son sujet. Bah non, nous en tout cas on dit pas les choses comme ça. Hein. On pense qu'un être humain, même criminel, il y a des limites dans le mauvais traitement qu'on lui inflige. Là il est tout seul, il a une fenêtre qui fait je crois 15 cm de large,
pour que la lumière arrive, il ne voit pas le ciel, hein. Et il a un banc fixe, une table fixe, etc. Il est tout seul. Et alors on vous montre ça, bon. Et il y a un fond chez les Mexicains qui fait qu'ils n'aiment pas ça. Ils ne sont pas contents de ça. Je préfère vous dire que le Mexique populaire déteste les narcos. Hein. Faut pas avoir d'illusions là-dessus. Personne ne trouve que c'est romantique. Hein. Il y a eu qu'en Europe, quand on a commencé à faire tourner le film Le Parrain, que tout le monde a trouvé romanesque la saga des Corleone. Il faut quand même se rendre compte que ce sont des assassins, des criminels qui vous pourrissent la vie, et les narcos ici sont responsables de la mort de près de 100 000 personnes, hein, dont le 80% étaient des jeunes gens de moins de 22 ans. Donc quand on dit que c'est une organisation criminelle, c'est une organisation criminelle. Il ne faut jamais oublier ça. Il n'y a pas de romantisme, c'est pas parce que c'est un sujet de cinéma que ça devient sympathique. C'est sympathique pour ceux qui regardent le film, pas pour ceux qui vivent avec les narcos. Néanmoins, on ne peut pas mener une lutte efficace si tous les compartiments qui composent la cohérence de la lutte ne sont pas tenus. Si, aussi longtemps que les Mexicains auront l'impression que le narcotrafic est à moitié organisé avec ceux qui le combattent, comme on le voit dans la série El Chapo, on le voit, eh bien, un gros doute reste, et le niveau de coopération de la population pour arrêter les criminels, eh ben, il baisse. Parce que le narcotrafic est une activité économique violente, illégale, sanguinaire, au milieu des autres activités. Mais c'est une activité économique qui fait, entre guillemets, vivre beaucoup de monde. Donc, AMLO a eu, le président mexicain actuel, il a fait une déclaration que moi j'ai repérée par hasard, hein, en lisant les journaux, parce que pour améliorer mon espagnol, je lis, j'essaye de lire les journaux. J'aime vous dire que ça prend du temps. Eh bien, il a dit, nous, on n'extradera plus les narcotrafiquants. Narcotrafic, on les attrape, on les met en prison ici. Il avait un énorme problème excusez-moi, je reviens toujours sur cette série. On voit dans El Chapo, la série où on voit que jusqu'au plus haut niveau de l'État, il y a des types trempés avec le crime organisé, qui s'arrangent avec eux. D'ailleurs, López Obrador a perdu une de ses 3 campagnes présidentielles parce que les narcotrafiquants ont filé du fric pour corrompre le syndicat des enseignants, qui s'est mis à distribuer des biens bon bref, pour finir, il a manqué comme ça. À cette époque-là, il lui a manqué un nombre de votes significatif. Donc, cette intrication, il a essayé d'y répondre. D'abord en ayant un personnel politique non corrompu. Je vous jure que c'est pas facile de faire ça, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui est dans Morena, hein, et on ne peut pas trier les gens un par un en étant absolument sûr. Non, ce n'est pas possible ça. Alors, il y a déjà tous les sommets sont purs et incorruptibles. Et maintenant, on descend d'étage en étage. Mais pour ce qui est de la police, la situation a paru assez compliquée pour que le nouveau pouvoir crée une nouvelle entité, la Garde nationale, qui est composée de policiers, de militaires qui viennent là-dedans. Alors évidemment, c'est une des organisations de l'État. Donc la police fédérale n'est pas annulée, l'armée non plus. Mais il y a un corps de plus qui vient là, évidemment, ça fait grincer les dents. Comme ça fait grincer les dents de qui, à votre avis, hein? D'abord des narcos, les premiers, donc ils allongent les billets pour que des gens protestent publiquement, soient indignés contre la formation de cette nouvelle entité, leur indignation sans l'argent, des fois, hein, pas toujours. Hein. Enfin, il y en a beaucoup quand même, c'est curieux, ils se réveillent juste sur un sujet pareil. On les avait pas entendus parler beaucoup dans les périodes précédentes de la manière d'organiser la lutte contre le crime organisé, parce que raconter des phrases générales du genre « il faut lutter, comment se fait-il qu'on n'a pas encore éradiqué ?» Ben vas-y, propose, dis-nous comment on fait, parce que c'est extrêmement compliqué. Quand vous avez des milliards de dollars qui circulent comme ça, souterrains, et qui montent haut dans l'arbre, hein. Donc c'est très compliqué de mener cette lutte. Alors, bon, ça fait grincer des dents, puis après, évidemment, les adversaires politiques, les traîtres, les tireurs dans le dos, les médias, enfin l'habituelle cohorte, qui est tout d'un coup la main sur le cœur, on se demande ce que signifie la création qu'ils appellent une milice, hein, quand on voit à quoi ressemblent certaines organisations policières dans certains pays, franchement, il ferait mieux de se taire. Mais enfin, voilà, je vous ai raconté tout ça parce qu'on en a beaucoup parlé.
Je prends pas de notes parce que ça n'a pas d'intérêt, pour que je me trimballe avec des papiers ou des notes dans mon ordinateur, de compte rendu de discussion pareil. Mais c'est très intéressant parce que ça me fait apprendre des choses, connaître des choses. Donc ces deux rencontres qui ont été longues toutes les deux, ces deux rencontres de haut niveau politique, elles ont eu pour moi autant d'importance, si vous voulez, que la préparation des conférences que j'ai dû faire. Parce que pour l'instant, j'ai fait 2 conférences à l'Institut d'études politiques de Mexico. J'ai fait une conférence à la Maison de l'histoire des révolutions mexicaines, hier soir avec Paco. Là, je vais à des entretiens de l'été. Bon, tout ça se complète. Maintenant va se précipiter un peu le rythme politique. C'est-à-dire que je vais aller à Veracruz, pour plein de raisons, que je vous raconterai. Et puis, ensuite, je vais aller à Tijuana, c'est-à-dire à la frontière avec l'Amérique du Nord, où se joue la question de l'immigration, des violences trumpistes contre les migrants. Et toute cette question-là, qui pour les Mexicains, évidemment, n'a pas la même signification que, par exemple, pour nous, en France. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a 35 millions de personnes aux États-Unis d'Amérique qui sont des composantes du peuple mexicain. Et il y en a 12 millions qui ont une carte d'identité, un passeport mexicain. Et donc, quand eux sont confrontés au problème de l'immigration, c'est pas tant au problème des immigrés mexicains qui partent qu'à ceux qui arrivent d'ailleurs, c'est-à-dire de Guatemala, Honduras et les pays qui sont, bon, vous voyez, dans l'Amérique centrale. Alors cela, vous en entendez jamais parler. Hein. Alors ça, vous entendez parler de ceux qui quittent le Venezuela, bon, mais Honduras, comme je viens de les mentionner, alors ça, vous en entendez jamais parler. Comment ça se fait ? C'est parce que tous les Occidentaux défendent toujours dans ces pays les bafieux, les pourris, l'extrême droite, et nous accablent. Nous sommes dangereux, pro-Chavez, pro-Cuba, et tout ça. Donc dans tous les pays, c'est la même propagande. Alors, tous ces gens, tout d'un coup, se sont mis en mouvement. Honduras, c'est quasiment il y a une guerre, d'une violence, d'une répression absolument horrible. Hein. Pareil au Paraguay, et puis alors on ne parle pas de la Colombie, où ils ont déjà tué 700 personnes depuis la fin des élections présidentielles, gagnées par l'extrême droite, qui évidemment a combattu victorieusement l'abomination pro-chaviste cubaine et mélenchoniste, si vous voulez, qui était Petro Gustavo. Hein, parce que pour eux, le pire, c'était Petro Gustavo. Qu'il y a un assassin de plus au pouvoir, bon, après tout. On sent d'ailleurs dans cette facilité à absoudre les gouvernants corrompus, violents, comme ça, bon, quelque chose du mépris, de l'arrogance européenne qui trouve normal que les choses se passent comme ça. Donc pour eux, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand ils voient arriver des colonnes de gens, parce que c'est des colonnes, il faut se rendre compte, c'est comme c'était des milliers de gens qui marchent pendant des jours, évidemment ils sont dans un dénuement total, ils sont tous malades, et ils vont pour traverser la frontière du Mexique avec les États-Unis. Mais les Mexicains, quand ils les voient passer, eux, ils se disent pas à quoi encore des immigrés, gna gna gna. Bon, ils aiment pas trop que les gens soient aussi souffrants que ça, mais surtout, ils pensent qu'eux-mêmes l'ont fait. Tout le monde connaît quelqu'un qui a immigré dans des conditions épouvantables pour aller aux États-Unis d'Amérique. Donc on est dans ce moment, et là, Trump vient de décider qu'il faisait une grande campagne, il l'appelait lui-même la grande déportation. Il avait l'intention d'attraper 20 000 personnes sans papier. Alors, aux États-Unis, c'est pas passé comme une lettre à la poste. Il y a plein de gens qui ont refusé cette politique aberrante. D'autres l'ont trouvé extraordinaire, bien sûr, ceux d'extrême droite. Il y a des beaux exemples de résistance. La communauté juive de New York a constitué une sorte de pool d'entraide et d'assistance juridique aux malheureux qui sont raflés, parce que là le mot s'applique, hein, par l'administration de Trump. Enfin, pour l'instant, l'opération n'a pas été un grand succès, parce que les mécanismes d'autoprotection à l'intérieur de la société américaine fonctionnent. Donc, aller à Tijuana, c'est une manière d'affirmer qu'on ne réglera pas les questions que soulève l'immigration par des murs, des camps de concentration, et qu'on ne réglera rien tant qu'on ne permettra pas aux gens de rester chez eux. Parce que tous ces pauvres gens qui sont là préféreraient être chez eux. Ils ne sont pas partis pour faire du tourisme.
Ils ne sont pas partis pour améliorer leur salaire. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas de travail, que c'est quasiment la guerre civile, que les mafieux sont au pouvoir et que tous ces gens-là sont directement alliés avec les États-Unis d'Amérique. Hein. Donc vous voyez, la question politique ne peut pas être enlevée de cette question sociale de la migration. Et évidemment, ça ne fait que commencer, parce qu'arrivent maintenant les effets du changement climatique. Alors là, c'est des cohortes de gens qui vont partir de partout. Parce que le continent latino-américain, l'Amérique du Sud, continue à être un continent rural, hein, avec une ruralité très significative, un nombre de paysans significatif, et toutes les communautés de base, notamment indigènes, sont la plupart du temps des communautés agricoles. Alors voilà le point où j'en suis. Bon, pour cette semaine, ma séquence à Mexico est quasiment bouclée. Mais ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'autres rencontres dans Mexico. Nous partons demain à Veracruz et à Tijuana. Et la semaine prochaine, on va revenir évidemment à Mexico, et je vais rencontrer au Sénat les sénateurs et leurs présidents, sans doute l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, c'est toute l'aile gauche du gouvernement. Quand je dis aile gauche, c'est tous ceux qui viennent de la gauche ici au Mexique et qui sont membres du gouvernement, qui ont organisé une rencontre avec moi. Évidemment, court l'incertitude de la date à laquelle je rencontrerai le président de la République du Mexique. Et puis aussi, par contre ça c'est beaucoup plus établi, je rencontrerai aussi la gouverneure et la mairesse de Mexico. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Et évidemment la séquence suivante, je vous en reparlerai, parce qu'on ne peut pas non plus faire un film avec cette histoire-là. Je vous raconte, pour ceux que ça intéresse, mon déplacement, sa signification. Je vous le rappelle, le seul endroit du monde où la chaîne du néolibéralisme a été rompue par des initiatives humanistes, écologiques, encore que ça reste un grand problème ici, d'arriver à faire comprendre pourquoi c'est central, social, c'est en Amérique du Sud. Et donc on a à apprendre. Hein. Il y en a marre de l'arrogance européenne à regarder tous les autres de haut pendant qu'on se joue du violon sur notre chère Europe. Hein. Là, nous ne sommes plus dans la situation où c'est nous qui expliquons aux autres ce qu'il faut faire. C'est des autres que nous recevons les enseignements, pas les consignes, ça n'a pas de sens. J'ai lu ça 50 fois sur moi, ça m'énerve. On dit c'est votre modèle, le Venezuela. L'imbécile qui tire ce type de propos, c'est même pas ce qu'est un modèle, il ne sait pas d'où vient l'expression. Bien sûr que non. Toutes ces expériences ne peuvent pas être des modèles, parce qu'aucun n'est reproductible. Ce qui est reproductible, c'est l'intuition, la suggestion que ça contient, l'inspiration, voilà. Alors, ce qui me fait quand même définitivement hérisser le poil, c'est que les mêmes qui viennent me chercher avec ce soi-disant modèle, alors qu'on a toujours dit que c'était des sources d'inspiration et pas des modèles, les mêmes sont ceux qui répètent les mêmes formules, que vous soyez sur l'altiplano de Bolivie, que vous soyez dans la plaine, ici, là, la Pampa argentine, ou sur l'ancienne lagune à Mexico, ou au bord de la Seine, ou vers le Guadalquivir en Espagne, ou au bord du Tibre, partout, eux, ils ont le même modèle. Les mêmes mots, les mêmes consignes, les mêmes objectifs, le même vocabulaire, les mêmes marionnettes, les mêmes costumes, les mêmes cravates, la même langue, la même nourriture, tout identique. Ceux-là qui viennent, s'ils vous parlent de cette manière, quand ils nous parlent de nos modèles, alors que nous disons que c'est une source d'inspiration, c'est parce qu'ils sont incapables de penser le monde en tant qu'entité disponible pour l'invention, disponible pour tout ce que fait surgir l'art et la culture dans l'esprit de quelqu'un quand il se met à faire de la politique. Il ne faut donc pas confondre les manifestations de la stupidité avec des intuitions interrogatives qui puissent être un peu heuristiques, c'est-à-dire qui permettent de découvrir quelque chose. Voilà. Donc au Mexique, le Mexique n'est pas mon modèle, ne sera pas mon modèle, AMLO n'est pas mon modèle, c'est une source d'inspiration, et le Mexique et les Mexicains une source d'inspiration. Vous autres, si vous y réfléchissez un peu plus profondément, qui m'écoutez, qui m'aimez bien, ça existe, hein, vous sentirez qu'il y a quelque chose de commun entre nous, Français, et les Mexicains. Ce méli-mélo au départ, eux, c'est les Indiens aztèques vaincus par les Espagnols, nous, c'est les Celtes vaincus par les Romains. Puis après, une histoire longue, révolutionnaire, qui constitue la nation.
c'est leur cas, avec notamment toute cette révolution qu'on a connue, on connaît en France au moins les noms, Pancho Villa, Emiliano Zapata, etc., etc. Et puis, c'est un État laïque, le Mexique, il n'y en a pas tant que ça dans le monde, mais ils sont vraiment laïques, c'est-à-dire que quand le pape vient ici, le président de la République va l'accueillir à l'avion, président de la République de droite, et lui dit « Bonjour monsieur », d'accord ? Et puis, bon, bienvenue au Mexique, vous êtes chez vous, nombreux sont les Mexicains croyants et catholiques, c'est vrai. Voilà, bienvenue, tout ça. Puis après, il lui dit je vous remets, ou je vous confie, ou je ne me rappelle plus le mot qu'il a utilisé, à vos ouailles, et au revoir, monsieur. Et hop, il remonte dans sa voiture, va à son palais, et le pape, c'était Jean-Paul II, a fait son voyage ici. Je ne sais pas si le pape François va passer par ici. Évidemment, comme c'est un pape latino-américain, ça change tout. Sa relation à l'Amérique du Sud est une relation informée, donc pas ce qu'on a connu avant, qui était de la pure administration. Jean-Paul II, c'est ça, c'est la bureaucratie vaticane qui s'est abattue sur le continent Amérique du Sud en s'appuyant sur ce qu'il y a de plus décomposé, parce que c'était les plus droitiers, extrêmes droitiers, pour essayer d'éradiquer jusqu'aux racines, bien sûr, c'est ça que veut dire le mot, éradiquer toute cette composante de l'Église catholique autour de la théologie de la libération, qui a été l'apport numéro 1 à la bataille de la gauche sur tout ce continent, puisque tous les dirigeants, peut-être pas AMLO, je ne le connais pas d'assez près, pour ses convictions religieuses, on n'en a jamais parlé, mais tous les autres sont catholiques, pratiquants, et tous sur la ligne de la théologie de la libération, ça va de soi. Donc cette première séquence purement Mexico est terminée. Demain, on enchaîne Veracruz et Tijuana. On fera aussi un petit compte-rendu, et puis après, on revient. J'ai pas lâché prise des événements français. J'ai participé à la bataille sur le CETA. Comme vous le savez, il y a mon intervention est liée dans la commission. J'ai participé à la bataille aussi où est Steve, et je veux reposer la question en terminant juste cette page de vlog. Où est passé Steve? Nous n'admettrons jamais qu'après une charge de police, des jeunes gens tombent dans la rivière, qu'il en manque un. Après ça, déjà qu'il soit tombé est un scandale, qu'il en manque un, et que pour toute réponse, nous ayons droit à des explications embarrassées sur des enquêtes administratives de ce pauvre Castaner, qui est décidément un désastre de ministre de l'Intérieur. Et qu'on n'ait pas encore entendu le son de la voix du ministre de la Justice, c'est quand même un événement remarquable, puisque en principe, c'est son domaine de garantir les droits fondamentaux des personnes, et qui est notamment le droit de vivre sans être précipité à la rivière. Voilà. Alors, ces questions, je m'y suis impliqué, et puis évidemment, comme vous le savez, notre délégation au Parlement européen s'est bien organisée, elle a bien travaillé, jusqu'au point de parvenir à la fois à que notre candidat Younous Omarjee à la présidence d'une commission, la seule que nous ayons au Parlement européen, le groupe La Gauche Unie Européenne, soit élu président de cette commission à la satisfaction générale, mais de manière tout aussi brillante, notre amie tête de liste, Manon Aubry, est dorénavant coprésidente du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble des 14 ou 15 délégations nationales qui constituent le groupe GUE au Parlement européen. C'est la plus jeune coprésidente d'un groupe qu'on n'ait jamais vu dans ce Parlement, et évidemment pour nous, c'est un bonheur extrême. La forme avec laquelle le mouvement est en train d'achever la clôture avant l'été montre que la phase de stabilisation dont j'avais décidé qu'elle devait être un moment de retour au calme, à la tranquillité, au respect mutuel, à l'auto-organisation, pas avec des gens qui bavardent, mais avec des gens qui font. Donc tout ça, je trouve que cette séquence, elle a été assez réussie, je vous en parlerai dans une revue de la semaine.